atakanyirubukozwemo atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira. Chers participants à ce colloque qui nous fait vivre encore des événements très touchants que nous avons vécus avec les militaires français de l'opération Turquoise. C'est pour moi un grand honneur de pouvoir participer à cette journée mémorable. Parce que ce que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas des histoires que j'ai entendues ou des choses que j'ai lues quelque part dans des livres. Je suis témoin de ce que je dis parce que c'est ce que j'ai vécu et vu avec les militaires français de l'opération Turquoise. Je suis donc un témoin oculaire de ce que je vous présente aujourd'hui. Je n'ai d'autres ambitions que de rendre témoignage à la vérité parce que nous le savons, c'est la vérité qui nous libère. Alors, je prends cette parole comme prêtre de l'Église catholique qui, pendant les événements du génocide contre les Tutsis de 1994, était jeune prêtre de quelques 8 mois. J'aurais beaucoup de choses à dire car les militaires français de l'opération Turquoise m'ont même accompagné jusque dans ma famille et ils ont aidé ma famille à ne pas fuir vers le Congo alors que les miliciens intérieurement menacés de mort toute personne qui oserait ne pas les suivre sur les routes d'exil. Mais je préfère parler de 4 moments que je juge très, très importants, car ils m'ont fait vivre de belles expériences avec les militaires français. Permettez-moi de vous dire que c'est en qualité, justement, comme je viens de le mentionner, de prêtre et de chrétien, de témoin, que je prends cette parole en remerciant avant tout les officiers des militaires français. Mon premier point, c'est ma première rencontre avec les militaires de l'opération Turquoise. C'était le dimanche 26 juin 1994, aux heures de l'après-midi, et j'ai vu débarquer sur le terrain de l'église paroissiale de Mouézi 3 véhicules militaires français. Depuis le 24 mai de cette année, en effet, j'assurais l'intérim du curé de paroisse de Mouézi. Avant cela, comme jeune prêtre, je venais d'assister impuissant au massacre de plusieurs milliers de Tutsis qui avaient tenté de retrouver refuge dans l'enclos de la paroisse de Nyamasheke. Mais avant d'être envoyé par Monseigneur Tadé Ntihinyurwa en catimini à Mouézi, je vivais avec quelques prêtres, tous déplacés au couvent des pères rogationnistes, tout près du lac Kivu. Je dis bien catimini parce que, alors que je semblais m'occuper de ces prêtres tutsis déplacés, j'en profitais pour faire fuir des personnes, des tutsis menacés de mort, vers le Zaïre à travers le lac Kivu. Je me servais, moyennant paiement, des piroguiers zaïrois qui venaient la nuit. Alors, une nuit, 3 enfants furent attrapés par des pêcheurs. Ils n'étaient pas des criminels, ces pêcheurs-là, mais voulaient quelques rançons pour laisser ces enfants gagner le Bukavu, donc de l'autre côté du lac Kivu. Ils retournèrent donc avec eux jusqu'au couvent des pères rogationnistes où je me trouvais. Et pour faire bref, avec le peu de moyens que j'avais,
j'ai réussi à les convaincre de prendre eux aussi toutes les personnes Tutsi que je cachais jusqu'au Zaïre. Toujours est-il que au lendemain de cette affaire-là, les chicanes ont éclaté entre les pêcheurs qui avaient reçu l'argent. Ils se sont dénoncés chez le conseiller de leur secteur à Mouhari et ma cachette était ainsi révélée. C'est alors que, de façon clandestine, Monseigneur Tadé décida de m'envoyer à Mwezi dans le Bukunzi. Les deux prêtres Tutsi qui étaient là avant le 6 avril avaient été déclarés persona non grata dans la région. Alors, je suis arrivé à Mwezi, donc le 24 du mois de mai. Je suis resté pendant un temps jusqu'à ce que justement le 23 du mois de juin 1994, je vis débarquer les militaires français à l'enclos de la paroisse de Mwezi. Ils étaient arrivés à Nyarushishi le 23 du mois de juin. En fait, ils sont venus à la paroisse dimanche le 26 du mois de juin. Seulement 3 jours après l'arrivée à Nyarushishi. Et ça, c'est mon deuxième point. Parce que quand ils sont arrivés à Cyangugu spécialement, leur première mission était d'assurer la sécurité de tous et des biens matériels. Alors, leur première destination fut le cas de déplacés de Nyarushishi. Ce camp situé à Nyarushishi avait servi de camp de déplacés ou de réfugiés burundais. Et puis, les autorités de Cyangugu avaient décidé d'y accueillir des déplacés Tutsis parce que justement, ils étaient non seulement menacés de mort, mais on les pourchassait là où ils étaient dans leur cachette. Alors, ils ont créé ce nid à Nyarushishi pour protéger au moins ce qu'on pouvait sauver à ce moment-là. Alors, moi, je m'y étais rendu donc, à Nyarushishi le 6 juin 1994, donc avant l'arrivée des militaires français. J'étais accompagné de 2 personnes et le camp était protégé par les gendarmes de la gendarmerie nationale. Et quand nous sommes entrés dans ce camp de Nyarushishi, la peur était partout. Le peu d'hommes qui étaient là se déguisaient en femmes. Tout le monde était mal habillé, mal propre. Il faudrait montrer que ces et ceux qui étaient dans ce camp-là étaient des personnes incultes, par conséquent, sans importance. Je signale qu'ils étaient justement protégés par des gendarmes de la gendarmerie nationale et je précise aussi que c'était donc tous des Hutus qui les protégeaient. Vous comprenez comment les Tutsis qui étaient dans ce camp de Nyarushishi étaient dans la peur d'être tués d'un moment à l'autre. C'est dans son climat que sont arrivés les militaires français à Nyarushishi et dans Cyangugu en général. C'était juste à temps, car les miliciens de la région s'étaient coalisés pour tuer ce petit reste avant que les Français n'y arrivent. Et heureusement, un d'office de Kinyaga, un d'office de Cyangugu, le colonel Innocent Bavugamenshi, d'heureuse mémoire, commandait la gendarmerie de Cyangugu à ce moment-là. C'est grâce à sa tactique militaire que les agents du colonel Jacques Hogarth ont pu retrouver vivants ces quelques milliers de déplacés Tutsis. J'y suis retourné après l'arrivée des Français. Et au cours de cette deuxième visite, la situation avait complètement changé. Les Tutsis ne craignaient plus rien. Ils étaient bien habillés, bien propres, très souriants, comme des gens qui sont sûrs de la victoire. De fait,
Depuis l'arrivée de ces Français-là, leur première réaction a été de désarmer les Interahamwe et miliciens coalisés, de débarrasser les rues et les sentiers de toutes les barrières et de dire aux autorités civiles et militaires que le jeu est terminé. Les Interahamwe qui espéraient que les Français seraient de leur côté furent décontenancés. Depuis, on pouvait circuler librement. Car seuls les volontaires militaires dits du Major Kiza, Augustin, étaient visibles sur la route. Cyangugu redevenait de plus en plus une zone vraiment sûre et plusieurs autour de l'opposition pouvaient et aussi sortir de leur cachette et se promener librement. C'est à ce moment-là que les Français circulaient partout à la recherche de quelques Tutsis rescapés pour les acheminer vers Nyarushishi. À la fin de l'opération turquoise, plus de 13 500 âmes Tutsis dans l'ensemble et quelques Hutus y avaient trouvé la vie sauve. Voilà pourquoi je souhaite qu'un jour, Nyarushishi sera le symbole de la vie, qu'il soit construit un symbole qui parle de la vie et non de la mort. Nyarushishi est le seul endroit au Rwanda qui est devenu refuge et île de protection de plusieurs milliers de personnes. À la fin de la guerre et du génocide des Tutsis, au Rwanda, je n'ai jamais vu aucun prisonnier de guerre ou un cortège de personnes libérées par les victorieux de cette guerre qui avait duré presque 4 ans. C'est cela que nous avons l'habitude de voir ailleurs dans d'autres guerres. Mais à Cyangugu, avec l'aide indéfectible des militaires français, on peut se vanter de ces 13 000 âmes sorties vivantes des cendres, et le major Kiza, de heureuse mémoire aussi, peut se prévaloir de ces 1500 hommes en uniforme qui remis dans la nouvelle armée nationale, le APR. Ces hommes avaient travaillé volontairement avec les militaires français, comme je viens de le souligner. Le troisième point de mon exposé regarde quelques opérations de sauvetage auxquelles j'ai participé avec les militaires français. Le dimanche 26 juin, donc, je vis arriver des véhicules de Français. La seule personne parmi eux, que je me souviens bien, c'est le père Richard Kalka. Il était leur aumônier. Et je me souviens de lui parce que, après, j'ai eu plusieurs occasions de converser avec lui, de parler avec lui, de lui présenter mon état d'âme. Il n'était pas facile à ce moment-là. Je ne me rappelle plus de nom des officiers qui étaient avec ce prêtre. Mais je me rappelle qu'il y avait parmi eux un, que je pense un colonel, qui me posait beaucoup de questions. Il voulait savoir le climat qui régnait dans la région. Il me demandait si j'avais peur et si je connaissais des endroits par où il y aurait encore quelques Tutsis pour les amener à Nyarushishi. Il voulait savoir aussi s'il n'y avait pas d'autres institutions religieuses dans la région. Je lui ai parlé, entre autres, de sœurs de la religion de l'Assomption qui étaient dans le coin, et d'un pasteur anglican aussi qui était proche de Mwezi. Ils venaient en fait de sauver. À ce moment-là, quand ils sont venus à Mwezi pour me voir, ils venaient de sauver des femmes et des enfants qui avaient échappé au massacre de Nyabitimbo dans le Busozo. Alors, ce fut une grande joie pour moi d'entendre les soucis et les préoccupations de ces militaires français. Parce que quelques jours avant qu'ils ne viennent à la paroisse,
j'avais reçu dans la discrétion la plus totale M. Kanamugire Fidèle. Il me demandait si je pouvais l'aider à faire fuir des personnes qui se cachaient chez lui et chez son voisin Philippe. À ce moment-là, je crois que Fidèle croyait probablement que comme prêtre, j'avais une quelconque force. Hélas, le pays était entre les mains des criminels et des voyous. Le Fidèle, de heureuse mémoire, nous avons pu quand même faire ensemble cette opération pour sauver ces âmes. J'en parlais alors à ces militaires venus me voir, mais il faudrait que l'opération se fasse dans la grande discrétion, car si les miliciens Hutus découvraient qu'un Hutu avait caché quelques Tutsis chez lui, lui aussi était tué automatiquement. Voilà pourquoi les Hutus qui ont fait même un petit geste positif envers les Batutsis pendant ces moments difficiles, moi je les considère comme des héros. Je ne savais donc pas, je ne pouvais donc pas exposer Fidèle ni son voisin. Il faudrait que ça soit dans la discrétion totale. Il faudrait alors y aller de nuit, tard ou tard dans la soirée. Évidemment, avant de partir, ces militaires français m'ont laissé un numéro que je pouvais appeler au besoin. Et le soir même, j'ai envoyé le veilleur de la paroisse à Nyakabouye, chef Fidèle Kanamugire, pour lui dire que ce soir même, à 22 heures, les Français seraient au centre de négoce de Nyakabouye. Alors, les déplacés de chez lui furent avertis, mais toujours discrètement. Et quand ils entendirent les véhicules des Français descendre d'Omwezi vers Nyakabouye, ils se sont précipités vers les véhicules et les Français les ont amenés à Nyarushishi. Certains parmi eux vivent maintenant en France. L'autre cas que je trouve intéressant de raconter aujourd'hui, c'est le cas d'un enseignant, Alphonse. Alphonse enseignait à l'école primaire d'Omwezi. Et pour ceux qui ne le savent pas, au mois de mai 1994, les écoles, spécialement primaires, avaient rouvert leurs portes dans la préfecture de Cyangugu. Et la plupart d'enseignants Tutsis ont été tués, les autres devraient revenir travailler. Et Alphonse a dû revenir aussi. Alphonse, sa mère était Hutu et son père aurait été un Tutsi. Mais pendant les événements, Alphonse vivait chez sa mère, donc dans sa famille Hutu. Alors les autres enseignants ne le prenaient pas vraiment comme un parmi eux pendant le génocide. Alors, il subissait beaucoup d'intimidation, il était comme marginalisé, de vexation, voire de menaces de mort. Alors, il me parla de sa situation et j'ai fait appel aux militaires français. Ils sont venus le prendre à l'école vers 10 heures et quand il a vu les militaires arriver, il est sorti de sa classe tout de suite en courant. Il s'est rendu vers les militaires français. Et là, il fut sauvé. Maintenant, il est toujours enseignant à Cyangugu, marié avec ses enfants. Je veux finir par le quatrième point qui est la fin de ma mission à Mwezi et avec les militaires français. En fait, j'ai dû revenir à Mwezi au mois de septembre, mais à ce moment-là, j'ai été déplacé ou j'ai été sauvé par les militaires français et l'opération s'est passée le 18 juillet 1994. Alors, pour l'histoire, la ville de Kigali a été prise par le FPR le 4 juillet 1994. Alors, les anciennes autorités de Cyangugu et d'ailleurs étaient en débandade, mais comme je viens de le signaler,
Cyangugu avait servi de havre pour beaucoup de déplacés qui venaient d'ailleurs dans le Rwanda, y compris les autorités justement civiles et militaires, parce qu'ils trouvaient une certaine sécurité, une certaine protection dans ce coin qu'on appelait la zone justement humanitaire sûre. Alors à ce moment-là, les pillages faisaient rage dans tout le Cyangugu, spécialement à Kamembe, à la Simirwa, à Bugarama. Et il y avait des pillages partout. C'est comme si des miliciens voulaient partir après avoir détruit totalement toutes les infrastructures du pays. À ce moment-là, les miliciens de la Légion de Mwezi, donc là où je me trouvais, voulaient se débarrasser ou bien voulaient partir après avoir tué toutes les personnes qui, d'après eux, ne les ont pas aidés à tuer les Tutsis. Il y avait parmi eux des Hutus, il y avait parmi eux, bien sûr, des Hutus influents. Il y avait parmi eux quelques autorités qui n'avaient pas participé activement à ces massacres. Alors, le soir même, la religieuse sœur Gorité Emmanuel m'envoie une petite note. Non, c'est au début de l'après-midi. Elle précisait qu'elle a su que le soir ou la nuit du 18 juillet, il y aurait des personnes qui seraient massacrées, les religieuses y compris, et puis bien sûr la paroisse saccagée. Il m'envoyait une petite note avec des noms des personnes qui avaient des armes, donc les interarmes qui avaient les armes, et avec des noms de familles qui devraient être massacrées. Je me rappelle vaguement de la famille d'un certain M. Jean Damascène Ronona. Je me rappelle aussi des consanguins de Théobald Bouaka et tant d'autres qui étaient justement visés pour être tués avant le départ de ces miliciens-là. Il y avait entre autres aussi l'IPJ, Benjamin et son épouse, sur cette liste-là des personnes à tuer. Alors, le soir, vers 18h, j'ai pris une moto que j'avais. Je suis parti vers Nyarushishi pour remettre cette liste aux militaires français. Il y avait un capitaine qui l'a reçu. Et puis, ayant fait quelques appels vers l'aéroport où c'était l'état-major, vers 9h du soir, ils m'ont accompagné, ces militaires français, vers Ngezi. Et là, nous sommes allés chez l'ancien bourgmestre de cette commune, M. Sinzabakwira Straton, parce que c'est là où se trouvaient tous les miliciens qui faisaient une réunion avant de commencer l'opération de tuer. De là, ils les ont désarmés. Ils les ont demandé de ne faire rien à personne. Ils disent, nous sommes ici. S'il y a quelqu'un qui meurt dans la région cette nuit, vous êtes mort. Alors, il a été désarmé. Le lendemain matin, l'ex-bourgmestre, il a pris le véhicule de la commune et puis il a fui avec d'autres miliciens. Mais nous avons continué notre marche. On est passé par Mwezi, on a sécurisé les religieuses. Et puis, on est descendu vers la Simirwa, les militaires français, pour chasser les pilleurs. On est allé du côté, jusque sur la frontière avec le Burundi et sur la frontière avec le Congo. Puis, on est monté pour dormir du côté de la commune de Gishoma. Et la commune de Gishoma étant ma commune native. Alors, c'est le lendemain que j'ai demandé aux militaires français de pouvoir m'accompagner pour voir quelle était la situation dans ma famille biologique. Ça, c'est très intéressant parce que à ce moment-là, comme je l'ai dit au début, les miliciens interarmes menaçaient tout le monde de fuir avec eux au Congo. Ils disaient, qui ne vient pas avec nous, si on le sait, on va le tuer. Et notre belle-fille était enceinte. Je la voyais, 9e mois, elle attendait l'accouchement. Et puis tout le monde se préparait pour fuir et pour partir au Congo. Et puis mon grand frère avait été menacé de mort plusieurs fois. Alors j'arrive dans ma famille avec des militaires français
Et c'était comme une apparition mystérieuse. Alors tout le monde, vous voyez, les villageois de chez nous, quand ils voient des militaires comme ça, français, ils sont tous venus dans ma famille pour voir la situation. Et puis, moi, j'ai calmé, j'ai dit, ne faut pas partir, vous devez rester ici parce que vous êtes en sécurité. Évidemment, les militaires français, le capitaine qui accompagnait cette expédition, il a parlé à la foule, de la population qui était là, dit, faites attention, ne fuyez pas, c'est mieux que vous restiez dans votre pays, mais ne faites du mal à personne parce que nous sommes tout autour. Et depuis, ma famille est restée en sécurité, n'a pas fui. C'est avec eux que le soir, nous sommes retournés à Mézi. Et là, ils pillaient toutes choses. C'est à ce moment-là qu'ils m'ont demandé, moi, avec les religieux, j'ai dit, on ne peut pas assurer votre sécurité ici à Mézi. Maintenant, il faut qu'on vous amène entre les mains de l'évêque. Alors, ils nous ont conduits jusqu'à l'évêché de Kiangougou. Et ils nous ont remis entre les mains, justement, de Monseigneur Tadé Nyurwa. Puis, après, ils ont commencé, justement, à veiller. Ils ont monté la garde à l'évêché pour protéger tout le monde qui était là à l'évêché, moi-même y compris. Si on n'a pas fui le Rwanda à ce moment-là, même au départ des militaires français, parce qu'ils sont partis le 23 août, je pense, 1994, si on n'a pas pu fuir avec l'évêque, avec d'autres prêtres qui restaient, parce que beaucoup d'autres avaient fui en passant par la résidence dérogationiste où j'étais avant. Je les avais aidés aussi à fuir vers le Zaïre. On n'est pas parti parce que les Français, ils ont dit à l'évêque, écoute, ne faut pas que vous partiez. Il faut que vous restiez ici jusqu'à ce que la Minoire 2 vienne pour assurer la transition. Et là, nous sommes restés, puis je suis retourné à Mouézi le 28 du mois d'août. C'est à ce moment-là, c'était la Minoire numéro 2. Mais tout était passif, tout était tranquille, tout était bien. Voilà en résumé ce que j'ai pu vivre avec les militaires français de l'opération turquoise. Je les remercie sincèrement de tout ce qu'ils ont fait. Je les remercie sincèrement de tout ce qu'ils ont fait. Je ne peux pas manquer, parce qu'on parlait de remercier, et je ne peux pas manquer de remercier en particulier le général Lafourcade qui était chef à ce moment-là, qui commandait toute cette armée. Mais le colonel Hogar aussi, je pense que c'était lui le chef des opérations à Kiangougou. Je me rappelle de ces noms-là parce que c'était perçu comme notre salut à ce moment-là. Je remercie aussi ceux qui ont organisé ce colloque. Je remercie Initiative Bouchi, Initiative de Jean de Kinyaga. Et j'invite les rescapés du génocide de Batutsi qui ont trouvé refuge dans Kiangougou. Pas seulement à Nyarushishi, parce qu'il y en a qui sont restés dans d'autres familles d'accueil, mais parce qu'ils savaient qu'ils étaient sous la protection des Français. Alors, je vais les inviter à témoigner, à parler. Je peux comprendre, parce que souvent ils vont dire nous avons peur. Vous voyez que je n'ai pas nommé beaucoup de noms ici, mais je pouvais en nommer des personnes que je connais bien. Ils disent qu'ils ont peur, je comprends. Mais je leur demande de vaincre la peur parce que, comme je viens de le mentionner, quelques Hutus ont travaillé au risque de leur vie pour qu'eux-mêmes puissent vivre. Aujourd'hui, il est temps de témoigner de ce qu'ils ont vécu parce que l'histoire dira en fait de nous, de ce que nous avons été. Si on a été lâche ou si on a été brave, même jusqu'au martyr. Parce que je disais au début que c'est la vérité qui nous rendra libres. Alors, je vais terminer par cette phrase qui nous rappelle que l'histoire finit par révéler ses secrets. Aujourd'hui, il y en a qui ne témoignent pas. Il y en a qui disent des mensonges adressés à ces militaires français alors qu'ils ont été sauvés par eux. Mais l'histoire finira par révéler ses secrets. Malheureusement, j'ai découvert que le monde n'est pas dirigé par des grands saints François et autres.
Souvent, les intérêts économiques et politiques s'y mêlent, et puis la vérité est comme étouffée. Et à la fin, ça finit par se révéler. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ce temps pour témoigner de mon expérience. Moi, je me prends comme un témoin de l'histoire. Il faut dire que comme témoin, on doit dire la vérité, rien que la vérité. Le reste, ça va se compter de soi. Merci beaucoup d'être là pour nous et merci aux militaires français qui nous ont aidés. Si je témoigne, c'est parce que je les ai rencontrés et merci à ceux qui ont organisé ce colloque d'aujourd'hui. Merci à tout le monde. Atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira